Bonsoir à tous, bienvenue sur le salon Aéro 2026, où on vient de passer notre première journée. Bonsoir Gilles. Salut Thierry. Voilà, une journée riche en découvertes, un petit peu épuisante comme tous les salons. On a beaucoup marché, on a vu beaucoup de stands, on a rencontré beaucoup de monde. Et alors pour commencer ce reporting en direct de cette première journée, on voulait d'abord remercier Elixir Aircraft qui nous accueille sur son stand. Et vous pouvez voir leur machine, leur nouvelle machine derrière. C'est un Elixir Plus, je crois, Gilles. Voilà. C'est pas le même que l'an dernier, hein, celui-là. Non, c'est une nouvelle version d'Elixir. Au bout de 4 ans, Elixir a apporté pas mal de nouveautés sur son avion. Cet avion-là, il a la synthèse, hein. Ce qu'il faut dire, le déclencheur, en fait, c'est quand Elixir a voulu faire certifier son avion aux États-Unis. Ouais. Il a fallu repasser sous les fourches codines de l'administration américaine de l'aviation civile. Et là, donc, elle a eu des exigences supérieures à l'agence européenne en matière de sécurité. Donc, Elixir a renforcé plein de points sur cet avion et a même augmenté la masse au décollage. C'est-à-dire qu'on est passé de 620, 630 à 700 kg. Et donc, ce qu'a décidé de faire Elixir, c'est ces progrès faits sur cet avion, eh bien, c'est de les proposer à l'Europe aussi. Et en même temps, ils ont décidé de corriger quelques défauts de jeunesse de cet avion qui a donc maintenant 4 ans d'existence. L'avion qu'on voit ici, il y en a 3 exemplaires sur ce stand. 3 exemplaires, eh bien, ce sont des avions qui sont plus performants, qui ont corrigé pas mal de défauts et surtout qui permettent un emport plus important. Ok. Donc ça, on va le détailler demain. C'est ça, ouais. Demain, on a prévu de faire une interview avec eux et de voir ce qu'est vraiment une nouvelle machine, quoi. C'est pas juste une appellation commerciale Elixir Plus, c'est une nouvelle machine. C'est vraiment une nouvelle machine et dont les livraisons vont débuter dans quelques jours. Et aujourd'hui, c'est à midi, sur ce salon, Elixir Aircraft a remis les clés du premier Elixir Plus à une école grecque qui en a commandé 5. Ok, super, ça fait plaisir de voir un avion français réussir aux États-Unis. Voilà. Bon, pour le reste, le salon, alors c'est l'une des nombreuses nouveautés du salon. Maintenant, sur l'ambiance générale, je ne sais pas toi, Gilles, mais moi, ce qui m'a frappé là, en me promenant aujourd'hui sur le salon, c'est l'extension, la taille. Notamment, bon, les hangars habituels sont occupés, tout l'intérieur qui est déjà immense. Mais alors, cette année, c'est tous les parkings extérieurs qui sont remplis d'avions et pas des petits en plus, hein. Ça, c'est un peu nouveau, cette extension-là. Et là, quand on parle d'extension, c'est vraiment le terme exact, parce que la semaine dernière encore, les organisateurs du salon ont été obligés de repousser le barriérage. Et là je ne parle pas de barrières qu'on déplace, c'est vraiment le barriérage fixe qui est homologué par l'aviation civile. Ils ont été obligés de le déplacer. Donc, vous imaginez toutes les contraintes que ça représente d'un point de vue administratif pour pouvoir faire rentrer tous les avions. Sur l'exposition statique, il y a 50 avions, c'est-à-dire 20 de plus que l'année dernière. Oui, c'est ça. L'année dernière, il y en avait déjà, mais il n'y en avait pas autant, hein. Alors, et pour la petite histoire, d'ailleurs, nous, on a été aussi poussés par les avions d'affaires parce que le parking presse a dû être déporté pour faire de la place pour les avions. Voilà, donc autrement dit, c'est pour la bonne cause. Oui. C'est pour la bonne cause. Et donc, les avions qui sont arrivés, les 20 supplémentaires, ce sont des gros avions. Des gros avions qui tiennent beaucoup de place. C'est ça. Moi, j'étais habitué à un salon de Friedrichshafen où il y avait énormément de petits avions, même l'ULM, hein. Historiquement, c'est un peu l'ULM qui occupait la plus grande partie des bâtiments. Donc, bon, aujourd'hui, il y a de l'ULM, il y a de l'aviation générale certifiée comme d'habitude, je dirais. Mais en plus, maintenant, il y a cette arrivée de plein d'avions très, très grands. On dit aviation d'affaires, mais enfin, les plus grands, c'est quasi des petits avions de ligne, quoi. Ah ouais, oui, alors, si tu vas par là, c'est les plus gros qu'on peut voir là, cette année, c'est le Falcon 6X d'Assaut, Ouais. c'est le Global 6500
de Bombardier. Ce sont des avions qui font 27 à 30 mètres d'envergure, qui, comme tu le dis, ça pourrait être des avions de ligne, sauf que ils ont une capacité ils sont certifiés pour 19 passagers. En général, c'est plutôt 2 ou 3 ou 4. Ça va jamais beaucoup plus C'est loin. du VIP++. Bon, ah bah là, 3-4 ouais, personnes. ouais. Alors on aura l'occasion de vous les montrer parce qu'on est allé visiter ou on va aller les visiter. Mais voilà, les nouveaux avions qu'on Ok. peut voir au salon et qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant, c'est du lourd. Ok. Ben ça c'est super. Alors ça, c'est une belle nouveauté. Moi, de mon côté, l'impression est un peu plus mitigée. Alors, il y a plein de super belles choses, hein. J'ai été ébloui par plein de nouvelles machines présentées sur ce salon. Malgré tout, j'ai le sentiment que le côté ULM s'opère un peu, surtout pour un ULMiste français comme moi, hein. Vous savez sans doute que l'ULM aujourd'hui, c'est un petit peu à deux vitesses. En France, on a un peu augmenté par rapport historiquement. Les ULM, c'était 450 kg. Il y a quelques années, en France, on est passé à 500 kg, mais nos voisins européens, eux, sont montés à 600 kg. Et puis en plus, ils n'ont aucune limitation de puissance sur les machines. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui à Friedrichshafen, c'est des machines assez lourdes, trop lourdes pour notre réglementation française, puissantes, surpuissantes, hein. Aujourd'hui, on a vu Rotax augmenter sa gamme, passer du 100 chevaux aux 140 chevaux, aujourd'hui 160 chevaux avec le 916. Et aujourd'hui, bah, les nouveautés ULM sur le salon, c'est ça. C'est des machines homologuées à 600 kg au décollage avec des moteurs de 160 chevaux. On est un petit peu loin de la philosophie ULM à la française. Et Alors, malgré tout, si je peux me permettre, il y en a un qui m'a fait plaisir, même si c'est dans cette catégorie-là. Je crois qu'on a quelques images. C'est le Junkers ah A50. bah ça, Ouais, qui est- il est incontournable celui-là. et en plus, qui est assez emblématique du salon, parce que ça fait quelques années qu'on le voit quand même. Alors, il y a une nouveauté cette année, c'est que ça y est, celui qu'on voit en ce moment, le A50 Héritage, ils l'ont appelé. Donc, c'est une réplique d'un Junkers A50 de 1929. Alors, Junkers, c'est très connu dans le milieu de l'aéronautique, hein. C'est une entreprise, en fait, à l'origine, c'est une entreprise métallurgique qui a été créée fin 19e siècle par Monsieur Junkers et qui, au début du 20e siècle, s'est mis dans l'aviation et qui a eu ses titres de gloire, on va dire, en faisant les premiers avions métalliques, tout métal. Et donc d'ailleurs, là, on voit cette inspiration, hein. Junkers, c'est notamment le Junkers 52 trimoteur, un avion de transport Transport. qui a fait de la ligne, qui a été utilisé à titre militaire, en transport militaire, même en bombardier, hein, pendant la Deuxième Guerre. Et Et même qui a été utilisé pour relancer les lignes d'Air France après la guerre. c'est ça. Donc le c'est ça. Junker 52, aux couleurs d'Air France, a volé dans les années 46-47 et un peu plus tard. Ok. Ouais, bah, je suis allé voir un petit peu avant l'émission pour avoir quelques données. Le 52, il a été produit le Junkers 52 a été produit jusqu'en 1952. À D'accord. près de 5000 exemplaires, c'est un joli chiffre. Ouais, Et alors, pour ceux qui connaissent, le Junkers 52, il est assez reconnaissable à ses ailes en tôle ondulée, Voilà. justement, hein, pour une raison toute bête de rigidité, de structure, et qui est reproduite là sur les A50. Alors, version moderne, ce n'est plus la même entreprise. Junkers a été racheté, a été fusionné dans des groupes plus gros. La marque d'origine a disparu en 1969. Et là, c'est en 2015, je crois, que Junkers Aircraft, une nouvelle entreprise Junkers Aircraft, a été créée. Ils ont eu le droit de reprendre le nom et le logo. Le logo qu'on voit là sur les avions, c'est le logo Junkers traditionnel. Et ils proposent aujourd'hui ces machines-là, dont la version héritage avec un moteur en étoile, exactement comme l'original. Évidemment, c'est pas la fabrication de l'original, c'est du moderne, mais voilà, ça fait un très joli engin qui vient d'avoir son homologation ULM en Allemagne. En Allemagne. Hein. Tu as une idée du prix? Oh, je suis pas allé leur demander. Allez, j'irai leur demander demain. D'accord. Mais Donc bon, demain, on vous donne le prix. ok. Si vous avez envie d'en acheter un. Mais bon, ça c'est une autre entre parenthèses. Mais donc, ils ne pourront pas l'utiliser en France? Ah non, D'accord. ah non, non, non. Parce que c'est ça, on croise, du moins on rencontre ici beaucoup de revendeurs français du LM
allemand, du LM slovène et exo. Euh, mais ce sont tous des revendeurs frustrés parce que ils vendent que le modèle d'entrée de gamme et ils voient se développer justement ces gammes Ouais, avec, comme tu le disais, les moteurs de 160 chevaux. Il y en a plein ici, hein, ouais, ouais, tout à fait. plein Tout à fait. du LM avec des beaux capots, mais ceux-là, bah, ils sont Tout à fait. interdits en France. Bah, en France, si tu veux, c'est les ULM d'il y a quelques années. Alors, le passage de 450 à 500 kilos a apporté un peu d'air au niveau des équipements. Euh, on peut choisir un peu plus d'options. On est moins contraint Ouais, par la masse. Mais mais les possibilités dans lesquelles se sont engouffrés les constructeurs tchèques, allemands, etc., avec l'extension à 600 kilos, la motorisation jusqu'à des 160 ouais, chevaux aujourd'hui avec Rotax, bah, tout ça en France, on en est privé. En France, pour mémoire, hein, c'est 109 chevaux. voilà. Donc on est loin des 160 chevaux d'aujourd'hui. Et effectivement, les revendeurs, bon, on en reparlera peut-être, mais des petits bijoux comme le Blackwing suédois, là, Voilà. des machines qui vont jusqu'à 400 km/h, c'est avec un moteur 916. Mm. Ça, c'est en France, on pourra l'acheter, mais avec un 912 de 100 chevaux, quoi. Ouais. C'est pas la même machine. Ouais, 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 bien sûr. Alors, donc, quand même, on trouve du plaisir à se balader dans ces allées comme avant. Euh, et il y a quand même beaucoup de belles machines, des machines nouvelles. Alors, ce sont des machines, des cellules qu'on connaît, mais sur lesquelles se mettent des nouvelles motorisations. Mais on arrive à en voir pas mal quand même. Ah oui, tout à fait. Bah, l'innovation, elle reste là, hein. Moi, je faisais part de ma déception, ma légère déception du LMiste français. Maintenant, le passionné d'avion que je suis, il est ravi de se balader ici. Ça reste foisonnant. On voit des tas de nouvelles formes, nouvelles motorisations, nouvelles machines. Là, on n'a pas eu le temps de faire des images. L'an dernier, je vous avais convié une petite vidéo, les Ferrari du ciel, là. Là, Alors justement, celle-là, on peut la retrouver sur la chaîne YouTube d'Aérobuzz. Donc c'était les Ferrari du ciel. C'est une vidéo qui marche toujours très bien et qui est toujours d'actualité. Voilà, alors ça, c'était des machines qui sont vendues actuellement, hein, qu'on peut acheter vraiment. Là, j'ai découvert sur le salon un nouveau modèle. Je pense qu'ils en sont encore au proto. Je suis, c'est même pas encore s'ils volent. Mais alors, tu verrais le bijou. Ah bah, C'est, je l'ai aperçu sur ton ouais, téléphone, là, la ouais. photo que tu m'as montrée. Il Ouais. n'y a pas de secret, c'est italien, hein. Voilà. C'est design C'est italien. magnifique. Là, c'est la vraie Ferrari du Ouais, ciel. ouais, ouais. On va essayer d'avoir des images pour vous la montrer demain. Demain. Alors, on va vous montrer plein de choses entre demain et après-demain parce on va tourner. Aujourd'hui, c'était la première journée du salon et la première journée du salon en général, c'est une journée qui est consacrée aux conférences de presse. Donc, on a passé beaucoup de temps enfermé dans les salles, on en a passé beaucoup moins sur les stands. Donc, vous avez un peu tourné aujourd'hui. Demain, on aura plus de liberté pour se balader sur les stands. Et on va essayer de couvrir l'ensemble, c'est-à-dire les ULM, mais les avions aussi. Et puis, on ira faire un tour du côté de l'aviation d'affaires parce que c'est quand même. Mais alors ça, l'aviation d'affaires, pouvais nous en dire un peu plus parce que c'est la grosse nouveauté quand Ouais, même. Et ouais. ils envahissent le parking. Tu as cité quelques modèles, Ouais, tu peux revenir dessus? c'est plus que le parking. Il y a un hall entier qui leur est Ouais, ah dédié oui, également, ouais. plus ce dôme translucide de 1500 mètres carrés, à l'intérieur desquels sont organisées des conférences, des rencontres, toujours autour du thème de l'aviation d'affaires. Alors pourquoi c'est autant d'aviation d'affaires ici? Alors, c'est les organisateurs du salon Aéro qui, il y a 3 ans, ont dit il y a à faire du côté de Mm. l'aviation d'affaires. On va essayer d'aller chercher des nouveaux exposants. Et pourquoi ils faisaient ça? C'est parce il y avait à Genève un salon d'aviation d'affaires qui a été créé en 2001 et qui était un salon donc, qui réunissait toute l'aviation d'affaires européenne. Eh bien, ce salon, il s'essoufflait. Il y avait un certain rejet des exposants jusqu'à il y a 2 ans, où les gros exposants, c'est-à-dire Dassault, Gulfstream, Bombardier, ont décidé de ne plus y aller parce que c'était trop cher, parce qu'ils ne rencontraient pas leur public. Et donc, pour le salon aéro,
c'est un boulevard qui s'ouvrait. Mm. Et donc, ils se sont engouffrés sur ce boulevard avec leur savoir-faire, parce que c'est quand même des sacrés organisateurs de salons, on peut s'en rendre compte. Et l'année dernière, l'essai de s'ouvrir à l'aviation d'affaires a été concluant. Donc, cette année, ils ont dit, on met le paquet. Et entre-temps, le salon de Genève a sombré vraiment dans la difficulté, à tel point qu'il y a 3 semaines, ils ont décidé de jeter l'éponge. Donc le salon de l'aviation d'affaires qui devait avoir lieu début juin à Genève a été arrêté. Du coup, eh ben, il y a eu un afflux d'exposants, et ce qui fait que le salon a récupéré comme ça une centaine d'exposants. Jusqu'à les derniers, c'était dimanche. C'est-à-dire D'accord. 2 jours avant l'ouverture, il y a un exposant qui a dit « je voudrais venir ». Donc, comment on dit, c'est le malheur des uns. Fait le bonheur des Voilà, autres. c'est ça. Bon, Et du coup, le salon de l'aviation d'affaires, il se tient Il- en ce moment à Friedrichshafen. voilà. Et dans une ambiance beaucoup plus détendue. Mais on retrouve tous les cadors. Donc, dans ces cinquantaines d'avions, il y a notamment toute une série de nouveautés. Des nouveautés qui auraient peut-être fait leur première européenne à Ibis à Genève et qui la font ici. Alors, c'est par exemple le Citation Ascent. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté du salon. C'est un modèle d'entrée de gamme pas d'entrée de gamme, de milieu de gamme chez Textron. Il y a le TBM 980 d'Air. Il y a aussi le Kodiak 900. Ça, c'est des avions qui débutent tout de suite. On parlera tout à l'heure plus en détail de Textron. Mais on a aussi le Sky Courier, qui n'est pas vraiment un avion d'affaires, mais qui est aussi une nouveauté. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les grosses nouveautés, les grosses, là, c'est en termes de volume, eh bien, c'est le Falcon 6X de Dassault et le Global 6500. Donc, c'est des avions qui sont capables de parcourir une grande partie du monde, c'est-à-dire qu'il y en a un, le 6X, il a 5500 nautiques d'autonomie. Alors, dans un salon comme Ibis, le lapsus, dans un salon comme Aéro, où on est habitué à avoir des ULM, des petits avions, là on parle de 6500 nautiques, ça ne veut rien dire. 6500 nautiques, c'est 12 000 km. 12 000 km, ça permet déjà d'aller très très loin. Attention, je me permets de m'inscrire en faux, parce que le A50 de Junkers, là, original de 1929, il n'a pas été construit à beaucoup d'exemplaires, 80-90 je crois. Mais il a eu une renommée mondiale parce qu'il a fait la première liaison Berlin-Tokyo par une femme pilote. Oui, Bon, alors et pas d'un seul coup. voilà, Pas d'un seul coup. en saut de puce là. Ouais, d'accord. Ouais. C'est incroyable avec ces ulmistes. C'est un peu comme les pêcheurs. Hein, c'est toujours voilà. Bon, mais donc voilà, il y a ces gros avions et donc ça c'est vraiment la nouveauté et il y en a beaucoup. Et puis il y a les avions d'affaires, mais il y a aussi tous les services qui vont avec, c'est-à-dire ce qu'on appelle les FBO, c'est-à-dire les gens qui prennent soin des Ouais. avions et des passagers sur les aéroports. C'est-à-dire que c'est aussi bien des mécanos que des traiteurs, des gens qui ont des salons d'affaires. Voilà. Et ben, on les trouve tous ici au hall 1, A1. Le hall A1, c'est habituellement le hall qui accueille les planeurs. Ouais, c'est ça. Les planeurs viennent à Friedrichshafen une année sur 2. Donc cette année, c'est une année sans planeurs. L'année prochaine, on verra comment ils vont s'organiser, où ils vont les mettre. Donc voilà, l'aviation d'affaires, ça occupe une grosse part du salon. Ok. Et on verra à la fin du salon si les clients répondent présents, si effectivement ils viennent dans ce salon qui traditionnellement était plus restreint, plus aviation générale. Quoique, comme tu l'as mentionné, on avait déjà de l'aviation d'affaires l'an dernier. Ouais. Mais d'ailleurs, on peut craindre même à terme que
on se retrouve avec deux salons l'un à côté de l'autre qui s'ignoreraient ou qui. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Il n'y a pas de grand point commun, si ce n'est qu'il y a Alors, deux ailes et un moteur ou même plus entre les ULM qu'on voit d'un côté et puis ces avions de 20 à voilà. 30 mètres d'envergure dont tu parles. Et alors, 20 à 30 mètres d'envergure, c'est les planeurs arrivent à faire aussi Oui, c'est 20 ou vrai 30 aussi. mètres d'envergure. Mais par exemple, avec je citais là, les deux plus gros, le Falcon 6X ou le Global 6500. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces avions-là, eh ben, ils valent le prix de 1200 ULM. Donc c'est le choix, tu vois, tu te prends sur 1200 ULM, là peux faire une belle école de pilotage, ou tu t'achètes juste un Falcon. Ouais. Donc c'est deux mondes différents. Est-ce que ces mondes vont cohabiter, ou alors est-ce qu'au contraire, ils vont être l'un à côté de l'autre? Est-ce qu'on va avoir, comme tu le disais, deux salons en parallèle? Mhm. Autrement dit, est-ce que les aviateurs sont sectaires? Moi, je pense pas. Moi, je pense un passionné d'avion reste un passionné d'avion. Moi, bon, on l'a compris. Mon cœur penche vers les ultra légers, mais je suis ravi d'aller sur le parking et de voir ces grands oiseaux là, quoi. Bah, ouais. La particularité du salon aéro, c'est que tout est facile d'accès. Mm. C'est-à-dire que on peut rencontrer le patron d'une grosse boîte américaine, par exemple Garmin, Cirrus, qui sont des avions donc, de notre environnement, c'est-à-dire des avions légers en quelque sorte. Mais les patrons de ces grosses boîtes américaines, ils sont là. Et ils sont très très accessibles. Euh, Là, il y avait quelques industriels qui venaient de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Ils ont été bluffés parce qu'ils ont pu discuter avec le patron des avions civils d'assaut simplement. Et donc, je pense aussi que pour les visiteurs, bah, c'est une chance de pouvoir approcher ces gros avions. D'habitude, on ne les Mm. voit jamais, ces avions d'affaires. Tout à fait. Là, on peut les voir de près et on peut même peut-être les visiter. Mm. Puis Donc, remarque, les visiteurs d'un côté, mais j'étais en train de penser, même du côté des constructeurs, ce grand écart que fait le salon, ça peut même profiter à certains, notamment Textron, qui est présent en force sur ah le bah, salon. oui. Ils présentent des machines, des plus petites, alors ils n'ont pas, enfin si, ils ont même des ULM d'ailleurs au travers de Ah bah, Pipistrel. bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors bon, Textron, c'est vraiment l'exposant emblématique du salon, là, cette année, du moins de l'édition 2026 du salon. C'est-à-dire que Textron, comme tu le dis, il y a quasiment des ULM avec des pipistrelles. Pipistrel. Hein. Donc, on part donc de l'ULM et on va jusqu'aux longitudes, qui est un avion d'affaires qui peut embarquer 12 passagers et qui peut aller de la côte est des États-Unis jusqu'à l'Europe. Donc là, on a vraiment le grand écart. Et alors, je le disais tout à l'heure, Textron donc, a choisi le salon aéro pour faire la première de son Citation Ascent, qui vient juste d'être certifié. Donc là, c'est un avion d'affaires d'une douzaine de passagers aussi, mais pour faire juste de la côte est à la côte ouest ou inversement aux États-Unis. Alors après, bon, c'est un avion qui est taillé pour l'Europe aussi, hein, pour faire mais c'est un avion qui reste à l'intérieur du continent. Et voilà. Parce que, alors attends, Textron, donc c'est le grand groupe, mais ça regroupe des marques Voilà. plus connues, donc notamment Cessna, hyper Alors, connue. voilà, peut-être que la plus connue, c'est Cessna, alors avec les citations, donc Ouais. c'est les avions d'affaires. Et le Latitude dont tu parlais, c'est quel C'est aussi un citation, D'accord. mais tu as aussi chez Cessna, tu as les avions, par exemple, l'avion tout-terrain, l'avion d'aventure, c'est le Grand Caravane, c'est l'avion, Ouais. c'est le baroudeur. Puis tu as même les avions du style d'Aéroclub, le Cessna 172, l'avion école Ouais. qui est toujours d'actualité, qui là au salon, il présente le Cessna 172 Ouais. et le 182 avec une nouvelle avionique. Donc, pour la petite histoire, les premiers vols de ces avions, le 172 ou le 182,
notamment le 172 qu'on trouve dans tous les aéroclubs français. Leur premier vol, c'était il y a 70 ans, 1956. Et ils présentent encore ces machines avec des nouveautés sur des salons aujourd'hui en 2026. C'est assez fou comme carrière. Et une carrière qui intéresse aussi la France parce qu'il y a une part importante et un prestataire important de Cessna, c'était Reims Aviation, C'est qui a exactement. fabriqué pas mal de 172. Voilà. Voilà. Bah, je crois que le 172, il a été produit pour 17 000 exemplaires. J'ai regardé sur Wikipédia, 45 000 exemplaires. 45 000 exemplaires. Bah, 25 000 pour le 182. J'aurais Alors c'est perdu. simple, le 172, c'est l'avion le plus construit au monde. Voilà. Un avion métallique. Tête de liste. Et c'est un avion qui, aujourd'hui encore, des écoles de pilotage pour former des pilotes professionnels achètent des 172. Alors, d'une certaine façon, l'élixir qui est derrière nous, là, il est sur le même marché que le 172, par exemple. Alors, donc Textron, c'est Cessna, mais Textron, c'est aussi une marque prestigieuse qui est Beechcraft. Beechcraft, c'est le King Air. Mais c'est aussi un nouvel avion, le Sky Courier, qui est un avion, une espèce de commuter qui peut emmener aussi, je crois que c'est 19 passagers, et puis des containers. C'est un avion qui a été aussi fait sur mesure pour FedEx. Mais ça, c'est un avion moderne, avec des turbines modernes, et c'est la première fois qu'il vient en Europe. Donc on va faire un sujet. Ils ne se concurrencent pas un peu entre cette machine, par exemple, et le Caravan que tu citais? Le Caravan, c'est vraiment l'avion tout-terrain Ouais. qui va se poser partout. Il y a des caravanes sur flotteur aussi, par exemple. Ouais. Donc non, c'est pas de la concurrence. Et puis, récemment, Textron a acheté Pipistrel, le constructeur slovène le plus... moi, je dirais, c'est le plus créatif de tous les constructeurs d'ULM. Ils ont commencé par l'ULM. Ouais. Et Pipistrel, c'est quand même le premier constructeur et le seul à ce jour à avoir réussi à certifier un avion électrique. Ouais. Et donc, on va aller les voir demain. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Textron a porté toute sa gamme d'avions au grand complet. On ne les a pas tous cités, hein, mais parce que là, je vous renvoie à leur catalogue. Mais tout l'état-major de Textron a fait le voyage des États-Unis pour venir ici à Friedrichshafen. Ce matin, on les a rencontrés en buvant un café sur leur stand. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, emblématique de ce salon. Voilà. Donc moi, voilà ce que je peux dire sur Textron. Franck May nous dit que le 172 de 56 était une bête. Alors là, on est en train de nous parler salut Franck May, fidèle, ouais, donc le 172. Tu as 170 modifié. Voilà. Et là, on est en train de voir le Sky Courier. Donc ça, on va faire un sujet sur cet avion, mais ça, c'est vraiment une première européenne. Il n'était pas prévu, il n'y avait plus de place. Et là encore, les exposants, les organisateurs du salon aéro ont été obligés de faire de pousser les murs pour pouvoir faire rentrer cet avion. Et c'est vrai, on va pouvoir le voir. Voilà ce que j'avais à dire sur... Ah, alors, notre chat... On nous fait signe du côté du chat, c'était une alors, intervention. attends, Ensuite, le Sky Courier est beaucoup plus gros. On parle d'un avion avec un densita autour de 19 000 livres. Le Caravan, c'est 9 000 pour le bac. Alors, d'accord, donc alors, attends, on va prendre les unes par rapport à les autres. Donc, précision, c'est que le Sky Courier est beaucoup plus imposant que le Caravan. Le Caravan, donc, il y en a un qui fait 19 000 livres au décollage, donc maximum 19 000 livres. Ça va nous faire du quoi là, si je divise par deux, ça fait un peu moins, un peu moins de 10 tonnes. Et l'autre, le Caravan, il fait autour de 6 tonnes. C'est voilà, du coup de 6 tonnes à peu près, un peu moins.
qui 5 tonnes. Voilà. Et donc la deuxième remarque, alors pour vous dire, nous on n'a pas là on est en plateau avec Thierry, on n'a pas le retour du chat. Donc c'est Johan qui nous dit du fin fond du salon, qui nous dit Non, mais qui nous lit le chat. alors effectivement, le Sky Courier, j'ai pas eu le temps d'aller le voir aujourd'hui. Quand tu m'as parlé d'un commuteur qui pouvait transporter des conteneurs, c'est pour ça que ça m'a fait penser aux caravanes. Effectivement, on voit sur les images que c'est un beaucoup plus avion gros, ouais. assez différent, beaucoup plus gros À et la- peut-être un peu moins rustique aussi. Ouais, Hein. à la limite, ça pourrait presque remplacer le Beech 1900, le commuteur de 19 places, qui fait aussi partie de la Ah gamme. bah là, ça c'est un 172, Ça, si je c'est me le trompe pas. 172, Ouais, ouais, ok. voilà. Qui est posé sur une moquette qui fait 20 cm d'épaisseur. Donc, très confortable en fin de journée, on peut se promener, ça nous détend bien. Un pipistrelle dont tu parlais, Voilà, là, c'est peut-être un électro, ça, ça. c'est l'électro, celui-là. Ok. Ouais, ouais. Darkfleet nous demande s'il y a un beach trap Denali présent. Alors non, Concurrent sérieux au PC12 selon lui. alors il n'y a pas de Denali et pour une raison simple, c'est que le Denali, c'est un programme en cours de développement et qui est vraiment en grosse galère parce que Textron a fait le choix d'une turbine un peu nouvelle, exotique, et ils n'arrivent pas à la mettre au point. Donc, ça marche pas, et c'est pas sûr que le Denali un jour aboutisse. Voilà. Mais la remarque était judicieuse. Ouais. Alors le Vélis Electro, là, ça a l'air un peu anecdotique, cet avion monoplace électrique. Mais moi, je le trouve intéressant, je me permets d'insister un peu dessus. Parce qu'on entend Insiste. parler beaucoup d'électrique à Friedrichshafen depuis des années, avec énormément de projets qui nous promettent qu'on verra la machine en vol l'an prochain. Et puis, chaque année, on la verra l'an prochain. Le Vélis Electro, il ne paye pas de mine. Hein, bah, c'en est peut-être un, ça. Non, c'est pas un électro. Non, celui-là. c'est d'accord. Il y en a qu'un, il est à l'intérieur. Ok, donc parce qu'ils l'ont en version thermique peut-être aussi. Et le Vélis Electro, ça fait quelques années qu'il existe. Il est, alors d'après ce que je sais, il ne connaît pas un succès fulgurant parce qu'il faut quand même une certaine infrastructure au sol, il faut un chargeur adapté. Et puis il reste limité, hein, c'est inhérent à l'électrique aujourd'hui, il reste limité à 1 heure et demie de vol. Mais il est réellement opérationnel, c'est plus du tout un proto et il est sur le marché, on peut l'acheter. Et il est certifié. Voilà, donc là, c'est un vrai avion électrique abouti. Et ils ne sont pas nombreux. Alors, je vais faire une annonce. Vendredi soir, donc nous, on fait à nouveau on vous donne rendez-vous vendredi soir pour une émission en direct du salon Aéro. Et dès qu'on a fini, on passe le relais à Frédéric Marsali, Fred, qui lui va faire son lâcher solo depuis Paris. Et il va le faire avec Franck May. Et parce que Franck May est instructeur ULM et même instructeur avion à Angoulême. Et c'est un des instructeurs en France qui a le plus d'heures de vol sur le Vélis Electro et c'est un fan du Vélis Ok, Electro. super. Donc il y a une émission complète consacrée au Vélis Electro et surtout un retour d'expérience d'un aéroclub, celui d'Angoulême, qui utilise le Vélis Electro pour former des pilotes. Donc ça va être très intéressant. Donc ce sera vendredi vers 18h après notre rendez-vous. De l'électrique, on en a parlé ce matin lors d'une conférence. C'était Aura Aero qui continue de développer son intégrale E. Donc le programme a pris un petit peu de retard, mais donc il est équipé, l'intégrale E, c'est un avion en bois, carbone, qui est équipé donc d'un moteur certifié Safran et donc qui devrait être disponible d'ici 2 ans à peu près. Voilà, certifié d'ici 2 ans. Il y a un autre avion qui est sur le point d'être certifié, c'est le Bristol. En électrique. En électrique, Ouais, avec une batterie H55. Et là encore, c'est un moteur Safran aussi. Ok. Donc ça avance, mais ça avance moins vite. Et pourquoi ça avance moins vite? Pourquoi ça avance moins vite?
Eh bien, parce que simplement, il y a une moins grosse pression environnementale sur l'aviation en ce moment. Oui. Parce qu'il y a d'autres préoccupations, par exemple des préoccupations géopolitiques, Mhm. qui font que l'attention s'est détournée un peu. On arrête d'accuser l'aviation de tous les maux. Et donc, ça relâche un petit peu la pression. Et donc, on se rend compte que les programmes de la petite aviation, mais surtout de la grosse aussi, ça prend un petit peu de retard. Mais c'est pareil en automobile électrique. Hein. Ouais, bah oui. On vient d'avoir un sursis. Hein. Du moins, quand je dis on, c'est les constructeurs européens. Hein. Voilà. Donc, l'aviation électrique, c'est un sujet qu'on va traiter aussi. Il y en aura plein d'autres. Hein. Ouais. Toi, tu as eu le temps de tourner un peu, tu as vu quoi? Ben, alors ce matin, et bon, on publiera la vidéo un peu plus tard, on s'était intéressé aux hélicos ultra légers. Ah oui, Ouais, oui, ouais, ouais. il y en a quelques-uns là. Il y en a quelques-uns. Alors, ben, encore une fois, même remarque que tout à l'heure, la plupart de ceux qu'on a vus en termes de modèles, c'est des machines qui ont une homologation ultra léger allemande. Donc, c'est pas pour le marché hexagonal. Il y a d'ailleurs une nouvelle machine, tout neuf, Evocopter. C'est un nouveau constructeur allemand qui a présenté Allemand. oui, allemand, qui a présenté un Classics, c'est le nom du modèle, donc un hélico ultra léger qui vient d'avoir son homologation. Alors, qui est assez intéressant parce qu'il a un moteur Lycoming, je ne me rappelle plus exactement, un O360, Ouais. donc de C'est 160 le chevaux. modèle d'entrée Voilà. de guerre. Ouais. Alors, c'est leur argument de vente parce que c'est un moteur extrêmement fiable, très répandu, très connu. Ouais. Au niveau de l'entretien, il n'y a aucun C'est souci. un moteur qui consomme beaucoup aussi. Et qui consomme, voilà, bon, en hélico, on tolère de consommer un peu. Alors, on Ouais. voit le Chapman qui nous fait des grands signes. On demande le point météo. Le Ça point s'appelle météo. Frédéric Marcel était comme ça. Le point météo, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, Il fait beau et chaud. non, alors il fait beau, mais pas chaud. Non. Donc effectivement, on voit par les verrières de ce magnifique parc des expositions de Friedrichshafen, il fait beau, il y a du soleil, le ciel est bleu, pas un nuage, mais c'est vrai qu'on se gèle. Hein, Ouais, il y a un peu- enfin, quand il n'y a pas de vent, ça va, le soleil donne, mais il y a un petit peu d'air des fois qui est un petit Voilà. peu frais. Et le soir, bon, on est. On est sur les 10, 12 degrés. Voilà, donc le soir, on met notre petite laine pour aller manger sur les bords du lac de Constance. Et ça va durer jusqu'à samedi. Samedi, normalement, il devrait faire beau et ça devrait bien voler pour le meeting. J'ai croisé notre champion du monde qui va voler samedi, Florent Audon, double champion du monde entier en titre. Et donc, il est là sur le salon. Voilà. Donc, j'espère que sur le point météo, tout le monde est satisfait. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir sur ce salon. Donc, on va essayer de vous en montrer le maximum. Alors, ça sera peut-être à travers des shorts, hein, des petites vidéos courtes, mais on va essayer de vous en mettre en ligne comme ça régulièrement au fil de la journée. Et puis, on vous donne rendez-vous donc le soir. Demain, on a pas mal de sujets à Alors demain, traiter. il y a pas mal de sujets. Tu me demandais les nouveautés. Alors il y a des nouveautés là, dont les hélicos ultra légers, il y avait ce nouveau modèle. Inversement, il y en a qu'on est étonné de ne pas voir. Notamment ces dernières années, il y a JMB Aircraft, qui a cette ULM de haut de gamme, hein, qui faisait partie des Ferrari du Mais ciel. ils sont là, JMB. JMB est là. Je ne sais pas si on l'avait intégré dans les Ferrari. Non, je ne crois pas qu'on l'avait intégré parce que le VL3, c'est plutôt la Porsche du ciel. Hein. C'est pas de la très très haute performance, mais c'est luxueux, c'est une machine qui se vend énormément. Si tu dis des choses comme ça, vendredi soir, on n'est pas invité à leur teuf là-bas. Hein. Non, mais je pense qu'ils seront d'accord. Non, mais JMB est bien entendu est là. Mais l'an dernier, peut-être même l'année d'avant, ils mettaient en avant leur modèle équipé de la turbine, la Oui. fameuse turbine Ouais. Turbotech. Ouais. Cette année, il n'y en a pas sur le Ouais. stand VL3. Donc Alors, ça veut dire qu'ils ont. écoute, c'est toujours au catalogue. Hein, j'ai feuilleté leur catalogue, il y a toujours le modèle à turbine, mais ils ne l'ont pas exposé. Donc c'est un signe quand même. ça m'étonne un Parce que, peu. voilà. Parce Alors, que- bah, écoute, on va les demander. Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, comme on dit. Donc, j'ai croisé le PDG de Turbotech aujourd'hui et on a convenu demain de faire un point
D'accord. sur la turbine. La turbine, elle aussi, à cette occasion, j'ai découvert qu'on ne parle plus de la TP90, qui était réputée pouvoir équiper des ultra légers. Aujourd'hui, il présente une TP 150. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce qu'il continue de viser le marché de l'ultra léger ou est-ce qu'il va plutôt aller vers de l'aviation certifiée un peu plus lourde? Eh ben, on fera un point demain avec lui. Voilà. Donc, ce sera un point vidéo. Ouais, Et du coup, la vidéo, on pourra la mettre en ligne très très rapidement parce que je pense alors, qu'il y a beaucoup de passionnés d'aviation qui attendent avec impatience cette turbine parce que cette turbine, on en a parlé sur au moins 6-8 ULM, mais on en parle aussi pour la remotorisation du DR400. On est juste à côté du stand de Robin, hein. Donc ça serait une interview exclusive et passionnante, mais il y a aussi une autre interview que tu es en train de préparer, parce que là, il y a une grosse actualité, alors franco-française, là, mais c'est à propos de la démission d'une partie du bureau de la FF Plume. tout à fait. Et une partie du bureau assez notable, dont le président, Christian Santini, qui était là depuis le début de l'an dernier, qu'on avait interviewé d'ailleurs l'an dernier. Ouais. Alors le petit coup de théâtre qui s'est produit, c'est assez inhabituel, on va dire, dans une association, c'est que lors de l'Assemblée générale, on en a parlé sur Aérobuzz, on a fait une petite brève sur le sujet, lors de la dernière Assemblée générale, c'était le 11 avril, je crois, le rapport moral a été rejeté. Ouais, ça fait désordre. À 52%. Alors on se dit, bah, il y a 48% qui étaient d'accord. Enfin, habituellement, pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'une association, quand les gens sont contents, le rapport moral, il est approuvé à 90%, quoi. Donc là, c'est quand même un fort rejet. Et puis, il y a eu un peu. Alors nous, on s'est peu exprimé sur Aérobuzz parce que jusqu'à présent, on ne savait pas grand-chose de ce qui s'était passé. C'est assez étonnant. Rejet du rapport moral, mais le président, en première instance, semblait rester en place. Puis 2-3 jours plus tard, il démissionne. Et voilà. Donc aujourd'hui, la FF Plume est présente. Donc la Fédération française ULM est présente sur le salon aéro. Et j'ai croisé Laura McDonald qui, en tant que seconde vice-présidente et par le jeu des démissions, se trouve bombardée présidente. Et m'a dit quelques mots de plus sur l'affaire. Je lui ai demandé si elle voulait bien s'exprimer en public sur le sujet. Elle semble d'accord. Écoute, on va aller les voir, hein. Alors, elle semble d'accord maintenant. Peut-être que demain matin, elle ne le sera plus parce que c'est quand même un sujet hyper sensible. Mais on va quand même tenter le coup parce que là, Voilà. ça serait pas mal. Et alors, si jamais on réussit à avoir cette interview, on vous promet qu'on la met en ligne dans la foulée aussi. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations passionnantes et Martin et Johan vont avoir beaucoup de travail. Oui, et alors derrière ça, pourquoi on a envie d'en parler? Bon, il y a l'aspect entre guillemets politique à la tête de la Fédé ULM. Bon, tout ça, c'est un peu du détail, c'est des jeux de personnes, mais ça traduit une certaine crise aujourd'hui dans l'ULM français, qui n'est plus liée à cette histoire des 500-600 kilos, qui est liée à une nouvelle réglementation. Pareil, on a fait un article dessus sur Aérobuzz, la réglementation qu'on a appelée OPS ULM 2025, qui en fait concerne pas tellement l'ULMiste de base, le simple pilote de loisirs, qui vient réglementer l'activité professionnelle en ULM, hein, tout ce qui est baptême de l'air, les petits tours aériens de loisirs, et qui fâche sur de nombreux points. On y parle de visite médicale, les ULMistes n'aiment pas ça. On y parle de contrôle technique des machines, les ULMistes n'aiment pas ça. On y parle de certification particulière et renouvelable pour les pilotes, ce qui est pas du tout dans la philosophie et dans le monde de l'ULM jusqu'à présent. Et ça a généré beaucoup d'incompréhension, de mécontentement de la part des ULMistes qui sont sans doute à l'origine de ce rejet aujourd'hui de la Fédé. Voilà. Donc là c'est un sujet aussi très important parce que on sent qu'il y a vraiment un clivage aujourd'hui dans le monde de l'ULM. Tu as l'ULM de base, je dirais l'ULM historique. Et puis à côté de ça, tu as l'ULM qui part vers des sommets, Tout à fait. vers des recherches de performance. Tout à fait. Et c'est pas seulement technique, c'est aussi sur les pratiquants et la pratique. Bon, tout à l'heure, j'ai promis, j'irai chercher le prix qui est à 50.
Mais enfin, prenons les machines dont on dispose en France. Aujourd'hui, il y a des ULM, on parlait du VL3 à turbine, c'est 400 000 euros. 400 000 euros pour une machine qui est, bon, alors qui n'est pas encore en vente commercialisée normalement. Bon, on ne sait pas trop si effectivement ça va être homologué sur le marché français. Enfin voilà, on en est là. Un VL3 standard, c'est dans ces prix-là. Ça va chatouiller nos Ferrari ULM, c'était du 300 000 euros. Hein. Donc, est-ce qu'on est encore dans l'ULM, sachant que il y a 20-30 ans, on parlait de machines qui coûtaient le prix d'une petite voiture ou d'une voiture moyenne. C'est plus du tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors, l'ULM à l'ancienne, avec des passionnés qui ne sont pas forcément très fortunés, ça se trouve encore, bien entendu, hein, dans les aéroclubs, mais il faut se regrouper à 2 ou 3, acheter une machine d'occasion. Le marché ne reflète plus clairement cette ULM à l'ancienne. Et puis, Le chat, une interruption. Ahmed nous dit, en même temps, la philosophie de l'ULM, c'était la liberté personnelle, pas le travail aérien. Et Frédéric Marsali, 400 000 euros, c'est le prix d'un élixir à peu près. alors, l'élixir coûte celui-là, il coûte autour de 410 000 euros hors taxe. Alors, ce sont généralement des écoles de pilotage qui achètent ces avions, donc ils récupèrent la TVA, c'est pour ça qu'ils parlent en hors taxe. C'est vrai que pour un aéroclub, c'est inaccessible. D'où la location. Ces machines sont proposées en location aux aéroclubs, ce qui est beaucoup plus abordable. Alors, pour aller dans le sens de l'ULM qui va vers des sommets, ma dernière conférence de presse cet après-midi, c'était chez Volocopter. Volocopter, c'était les eVTOL, les taxis volants Ah oui, c'est électriques. le multirotor. Voilà. Là, c'est vrai. qui devait voler pendant les Jeux Olympiques de Paris, desservir les principaux sites à l'intérieur de la capitale. Évidemment, ça n'a pas marché. Hein. Faire le taxi aérien, quoi. Le taxi aérien, ça n'a pas fonctionné. La boîte a fait faillite. Elle a été rachetée par Diamond Aircraft, qui est un constructeur autrichien qui a été lui-même racheté par un gros consortium chinois. Autrement dit, donc, Volocopter a racheté les actifs. Non, les Chinois ont racheté les actifs de Volocopter. Et aujourd'hui, cet après-midi, ils ont présenté une version ULM du Volocopter destinée aux pilotes privés, pilotes de loisirs. Alors, je vais creuser un peu ça. J'ai quand même beaucoup de réserves, d'autant que, alors, cette machine a des commandes de vol numériques. Elle a plein de redondances. Et pour être pour être qualifié sur cette machine, il table sur 2h30 de vol et une vingtaine de décollages et d'atterrissages. Qu'est-ce que tu en penses? Ah s'ils arrivent à faire ça, super. Maintenant, moi, je vais attendre un peu pour monter avec le pilote. Je vais attendre qu'il ait accumulé quelques heures de vol et puis que la machine ait accumulé quelques heures de vol. Parce que, bon, non, super, mais... Alors, tu pourrais monter aussi avec un instructeur. Lui, l'instructeur, il pense que 15 heures de vol, ça suffira. Ok, ouais, bon, super. Donc je ne sais pas. Ça, ce serait une démocratisation technique. Par contre, au niveau du prix, pareil, Alors, t'as une idée? on est pareil dans du 400 000. Ok, oui, donc ça, c'est pas très démocratisé comme aviation. C'est pas tout à fait démocratisé. Et puis, ils n'ont pas réussi à le faire voler pendant les Jeux Olympiques. Pourquoi ils réussiraient maintenant? Mm. Je sais pas. Je sais pas. Alors après, il ne faut pas qu'on joue les rabat-joie. Hein. Ça fait partie aussi de ce salon. Des gens qui arrivent avec des idées complètement farfelues, puis à la fin, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non, mais je crois que c'est ça. Faut garder sa capacité d'émerveillement, mais tout en sachant faire la part des choses. On ne crache pas sur ces nouveautés, évidemment, et ces machines un peu étranges qu'on peut voir ici et là. Ceci dit, il y a assez loin du projet à sa réalisation technique qui parfois ne se produit pas tout simplement. C'est une interrogation dont je faisais part tout à l'heure sur la turbine, sur l'ultra léger. Bon, c'est comme ça, c'était la promesse un peu il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on va les voir. Hein. Pour l'instant,
Peut-être qu'on crie au loup alors qu'il n'y a pas matière. Mais enfin, bon, c'est un signe. Le VL3 à turbine qui n'est plus là, Voilà, oui, la ça. TP Et puis, 90 qui devient une TP 150. et puis c'est pas le seul projet d'ULM turbinisé qui est absent aussi, hein. Ouais. La turbine, on l'a vu sur un ou deux ULM, c'est tout, hein. Oui, oui, oui. Donc c'est quand même le signe qu'il n'y a pas que JMB qui semble mettre le projet de côté, hein, entre parenthèses. Donc, il faut juste prendre avec des pincettes les fabricants, les inventeurs qui promettent que leur invention, que leur machine volera l'année prochaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut prendre ça avec des pincettes. Enfin, indubitablement, ces gens-là font quand même avancer l'aviation. On essaie dans des tas de directions et simplement, il faudra probablement attendre pas mal de temps, je pense, avant de voir des eVTOL particuliers ou taxis aériens envahir le ciel. Ouais, c'est ça, Il ouais. faudra attendre du temps avant de voir des avions Mais- de transport régionaux électriques comme on nous en promet depuis des années. Il faudra attendre encore pas mal de temps pour voir des avions légers à turbine. Mais bon, tout ça va peut-être venir. Alors, Chatman nous fait des grands signes. Ouais. C'est juste Benmol qui dit c'est un pilote ou juste le passager d'un drone avec le joystick à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est un pilote ou juste le passager D'un d'un drone. drone avec un joystick à l'intérieur? Ben, c'est C'est une bonne question. d'après ce que j'en ai compris, c'est un peu les deux. Si un pilote, c'est le gars qui tient le manche relié par des tringles aux commandes de vol, alors c'est pas un pilote, puisqu'on est sur une machine à commande numérique. Ouais. Donc entre les deux, il y a quand même de l'informatique. Et donc c'est plutôt un pilote de drone, mais avec une grande différence avec le pilote de drone, c'est que là, le gars, il est dans le drone. 18 moteurs. 18 moteurs. Bon, ça va, il y en a un qui peut tomber en fait. Voilà. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Tu parles des constructeurs qui sont ici pour faire avancer les choses. Ce matin, il y avait Aura Aero qui a fait le point sur ces projets. Alors on en a parlé là de l'intégral E, donc Ouais. l'avion de voltige électrique, avion école et avion de voltige électrique. Mais aussi Aura Aero a le projet de cet avion de transport régional de 19 places, hybride électrique. L'ERA. Et ce matin, donc, Aura Aero a présenté l'aménagement de la cabine. C'était la première fois, donc on voyait donc l'aménagement de la cabine de ce futur avion et qui devrait entrer en service dans les années 2030, au début des années 2030. Donc, et il propose même une version VIP. C'est normal, on est dans un salon qui est quand même tourné vers l'aviation d'affaires. Donc voilà. Donc on a vu ça. Juste à côté de nous, il y a Robin Aircraft. Demain, on va aller les voir. On vous fera un petit compte rendu demain soir. Voilà. Demain, on a plein de choses à leur montrer aussi encore. Ouais. Mais la différence avec les constructeurs qui vous disent l'an prochain, puis l'an prochain, ça ne vient pas. Nous, ce qu'on vous promet pour demain, ça va venir demain. Non, promis. Donc, on va avoir Damien Fauvet, le PDG de Turbotech, pour qu'il Je prends des notes. nous explique ce qu'est devenu la turbine. On va essayer d'aller voir Laura McDonald, donc présidente de fait de la FF Plume, pour qu'elle nous dise ce que va devenir la C'est Fédé. la première présidente de la Fédération française du LM. Ah, féminine, oui, Ouais, exact. c'est la première. Et je pense même que c'est la première présidente d'une fédération sportive. Il n'y en a jamais eu à la Fédération des aéroclubs. Au vol à voile, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu, en revanche, chez les ballons. Ah À la ouais. Fédération de la Montgolfière, oui, il y a eu une femme. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On verra l'élixir. Alors l'élixir, on va le voir Demain. en long et en large, et là on va Ouais. vous consacrer un grand reportage. Alors on ne vous promet pas de le mettre en ligne, du moins sur la ouais. chaîne YouTube demain, mais au moins la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ok. Bah, Donc voilà. Donc l'équipe technique est soulagée derrière là-bas, derrière les caméras. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre demain qu'on s'est dit? Ah oui, alors il y a... ah ben, le plus important. Le plus important. Le prix du A50. Ah oui, le prix du A50, oui. Ouais. Bah, non, je désespère qu'on T'as puisse un- se le payer. t'as- Et puis moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont facilement nous le donner. Ce qu'on remarque,
c'est que le prix, c'est un sujet tabou en Ouais. aviation. Là où c'est le plus tabou, c'est en aviation d'affaires. Les constructeurs d'avions vous donnent jamais le prix d'un avion d'affaires. Jamais, jamais. Alors on arrive à le savoir, mais alors il y a une des raisons pour lesquelles ils ne le donnent pas, c'est que souvent l'aménagement cabine fait s'envoler le prix Mm. de l'avion. Mm. Donc, Là, ça, mais même sur des avions plus légers, hein, juste pour l'anecdote, les écrans Garmin là, qui montent sur les ULM, euh, je ne sais pas combien les fait payer Garmin, mais le fabricant, certains, font payer 20 000 euros l'écran. T'en veux un ou t'en veux deux, ça fait 20 000 euros d'écart sur le prix. Donc, ouais. même à 200 000 euros la bête, hein, ça fait quand même un gros écart sur le prix. Tu as ça, tu as la motorisation. Effectivement, le prix d'une machine comme ça, c'est très variable. La question qui se poserait derrière, c'est mais quel moteur, quel avionique, quel équipement, ça peut changer beaucoup. Chapman, Chatman, Je me demande si nous, il y a des avions intéressants, type truc un peu ancien, à voir au salon aussi ou pas? alors C'est prévu. des trucs un peu anciens, on en a. Non, alors, non, non. des trucs un peu anciens. Il y a les répliques, comme le Voilà. A50. On a aussi une réplique du Mustang, hein. Comme dans d'autres domaines, le vintage, mais récent, voilà, un peu le vent en poupe. Par ailleurs, nos amis allemands exposent quelques planeurs, Ah oui, genre des années 30 ou voilà. Du grand début de voilà, l'aviation. voilà. Mais je dirais, c'est dans le décorum du Ouais. salon. C'est pas, voilà, il y a pas de machine ancienne vraiment exposée sur le salon à titre Bah, là, il y a un gros hélicoptère de de l'armée allemande, Alors, là. ça dépend ce C'est qu'on quoi? C'est un appelle Stallion ancien. qui est énorme, énorme. Celui qui sont installés dans le stand hélico, là, Ouais, ouais, ouais. c'est un Sikorsky. Sikorsky, Ouais, je suis allé voir, attends, j'avais pris la note. Un Sikorsky CH-53. c'est Alors, c'est monstrueux. ancien, mais c'est 1971. Voilà. Alors, oui, si on entend par ancien, ben, on a vu les C-172, C-182, hein, qui sont pareil des machines qui ont plusieurs dizaines d'années, mais dans des versions modernes, quoi. Voilà. Non, l'aviation ancienne, c'est pas vraiment le thème du salon. Donc, Réagis encore, il faut que l'esprit ULM reste ULM. l'esprit ULM doit rester l'esprit ULM. Alors ça, c'est un grand, grand débat, effectivement. Bah, ça, c'est un peu transparu dans tout ce que j'ai dit là tout à l'heure. Oui, oui, ça serait bien, ça serait bien. Voilà. Mais on peut avoir des craintes de ce côté-là. On peut Alors, avoir des craintes. effectivement, alors, les Allemands et puis une grande partie de l'Europe dit et il y a aussi un compromis, on peut avoir, et les Américains aujourd'hui avec Mosaic, dont on reparlera Ouais, bientôt, bah, c'est un assouplissement de la réglementation. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'ULM à la française, c'était quand même la liberté. oui, Et on peut comprendre qu'une fédération se batte pour conserver cette liberté de voler. tout à fait. Oui, parce qu'au-delà des aspects techniques, limite de masse, de puissance, etc., il faut savoir que en Europe, on est le seul pays où tu as le droit de te poser avec un ULM n'importe où, sous réserve simplement d'avoir l'autorisation du propriétaire. C'est tout. Aucune autre autorisation, hein. Éventuellement, si on veut il y a une déclaration à faire en mairie qui n'est pas une demande d'autorisation, hein, qui est je vais me poser mercredi, je vais venir me poser avec mon ULM sur ce terrain-là. Voilà. Et si sur le terrain-là, le propriétaire donne l'autorisation, c'est bon. Ça, c'est unique, Oui, hein. oui. Les ultralégers en Allemagne, ils se posent sur les aérodromes, pas ailleurs, hein. Et ce qui est aussi très appréciable, c'est que les pilotes d'avion vieillissants ont des problèmes de santé, ont des problèmes cardiaques, subissent un pontage. Mm. Ils perdent leur licence avion et ils peuvent plus revoler. Eh bien, l'ULM, c'est un moyen de continuer à voler. Et aujourd'hui, c'est pour ça que on trouve de plus en plus de machines performantes et des pilotes qui sont prêts à les acheter parce que c'est des gens qui retrouvent dans ces ULM-là les caractéristiques et les performances des avions. Oui, mais justement, c'est ça qui peut mettre en danger le fameux esprit ULM des débuts, Voilà. quoi. Bon, on verra. Vous voyez, donc, il y a beau avoir des avions, des gros avions d'affaires,
le salon a beau avoir pris une autre dimension grâce à l'aviation d'affaires, on continue quand même à parler ULM avec passion. Mmh. Parce que ce que nous, là, on dit, mais c'est les échanges qu'on a dans toutes les allées. Tous les gens qu'on rencontre ici, ce sont d'abord des gens qui ont un grand sourire. J'en vois là autour de nous. Ils ont un sourire. Et il y a, c'est revigorant de venir à Friedrichshafen. Oui, oui, oui. Oui, il y a des questionnements, il y a des petites déceptions, il peut y avoir des regrets sur telle ou telle évolution. Mais enfin, on voit que c'est un milieu qui reste super innovant, plein de passionnés et toujours aussi passionnant, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, quand on a des problèmes avec son assurance, avec sa licence, qu'il y a de plus en plus de réglementations, on vient à Friedrichshafen et d'un seul coup, bah, on se sent mieux. Ok. Hein? Bon, Gilles. On rend l'antenne Ah bah oui, parce que là, parce que bah, super passionnant, mais un petit peu fatigué Alors, d'avoir arpenté ouais. les allées. Et puis c'est l'heure de. Voilà, c'est ça. C'est on voit autour de nous là plein de stands où ils sont en train de boire je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'alcool, hein. C'est un truc qui mousse Non, dans c'est de des la verres, bière, mais je crois. C'est de la bière. c'est pas de C'est pas de l'alcool. l'alcool. Donc il y en a un petit peu partout et on est invité partout pour aller finir la journée. Et c'est évidemment lors de ces rencontres que nous avons beaucoup d'informations. Voilà. Hein. Ok. Donc les amis, on vous laisse pour ce soir. On espère que dans tout ce dont on vous a parlé, il y a 2-3 choses qui vous ont intéressé, qui vous ont fait réagir. Et on continue demain d'arpenter les allées du salon pour vous ramener le soir encore quelques nouvelles. Voilà, donc rendez-vous demain à la même heure, mais nous serons sur un autre stand, puisque nous sommes un peu les SDF de Aéro, donc on va de stand en stand. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenus. Et entre deux lives, donc le soir, il y a tous nos canaux habituels de communication sur lesquels on diffuse un petit peu au compte-gouttes des éléments. Donc vous avez le site internet, bien sûr, Aérobuzz, notre chaîne YouTube, où on met des vidéos. Enfin bref, Et les réseaux sociaux, TikTok, and so on. l'information continue. Ciao, à demain, et merci à la technique. Bonne soirée, merci la technique.